La réunion trimestrielle du personnel devait être banale. Quelques diapositives budgétaires, des applaudissements polis, des bagels gratuits. Mais à la place, mon manager a accidentellement projeté un de mes emails privés à l'écran géant. Un message qu'il avait volé dans mon compte professionnel. Des rires étouffés ont parcouru la salle, grinçant comme des ongles sur du verre. Je ne me suis pas défendue, je n'en avais pas besoin. Parce que l'humiliation est passagère, mais l'exposition, elle, est permanente. Et à la fin de la journée, ceux qui riaient chuchoteraient grain sur lui, pas sur moi. Avant que je poursuive mon récit, dites-moi, d'où regardez-vous? Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous si vous avez déjà subi une trahison au bureau. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. La réunion trimestrielle du personnel devait n'être qu'un rituel inoffensif. Une salle de conférence à moitié éclairée, des bagels racistes sur la table du fond et un PowerPoint soporifique, capable d'endormir même le stagiaire le plus caféiné. Mais soudain, l'écran du projecteur a vacillé et mon monde s'est renversé. Au lieu des habituels graphiques non financiers, c'est un email personnel arraché à mon compte professionnel qui a éclaté en pleine lumière. Rien de scandaleux, mais quelque chose de privé, des mots sortis de leur contexte et jetés sous les néons cruels. La pièce s'est figée, puis emplie de murmures. Un rire étouffé, ici, une toux qui dissimulait un éclat de rire là, et l'humiliation s'est répandue comme une infection silencieuse. Mon manager, Mark Ellison, se tenait devant l'écran, avec ce sourire suffisant que je connaissais trop bien. Il parla de « problèmes techniques », mais ses yeux le trahirent. Tout était prémédité. Depuis des mois, il rôdait autour de ma division, attendant ma chute. Et il pensait enfin m'avoir acculé. Je n'ai pas levé la voix. Je n'ai pas plaidé, ni réclamé ma dignité. Je me suis contentée de croiser les mains sur la table, de laisser le silence s'épaissir et de le fixer jusqu'à ce qu'il détourne enfin le regard. Car l'humiliation ne détruit pas une carrière. Mais l'exposition, elle, le peut. Ce que Marc ignorait, c'est qu'ici, les réputations étaient crottées du verre fragile et que je venais de découvrir ou frapper. Au fil de la réunion, je remarquais les regards fuyants de certains dirigeants, incapables de croiser mes yeux comme s'ils craignaient d'être complices. D'autres, au contraire, semblaient intrigués, déjà curieux de ce que Marc pouvait encore cacher derrière ses faux airs de maîtrise. C'était mon ouverture. Je n'avais pas besoin de crier, ni d'accuser. Seulement de semer le doute, de détourner l'attention et de laisser Marc s'effondrer sous son propre poids. Tout reposait sur le timing. À la fin de la journée, ceux qui riaient en douce se poseraient des questions sur lui, pas sur moi. Je restais impassible jusqu'au dernier slide, le visage calme, l'esprit glacé, mon plan se dessinant dans les moindres détails. Marc avait choisi son champ de bataille, le lieu de travail, convaincu d'y régner. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que c'était aussi mon arène. Et bientôt, ceux qu'il cherchait à impressionner seraient les premiers à réclamer sa démission. Marc ne célébrait pas ouvertement, mais l'éclat dans ses yeux me disait tout. Assis en face de moi, feignant de se concentrer sur les diapositives financières, il rayonnait pourtant d'une satisfaction brûlante. Il pensait que son coup bas avec mon email m'avait enterré, que les rires colleraient à ma peau et que ma crédibilité s'éroderait d'heure en heure. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'il venait de se révéler lui-même comme un homme prêt à franchir des limites, et qu'une fois la suspicion installée, le moindre détail pouvait devenir une preuve contre lui. J'observais la salle avec attention. Richard Cole, le PDG, se tortilla sur sa chaise, conscient qu'un dérapage venait d'avoir lieu, mais trop lâche pour l'affronter. Les administrateurs échangeaient des regards incertains, mal à l'aise avec cette rupture, mais trop prudents pour la nommer. Les investisseurs connectés en visioconférence s'agitaient, percevant une tension qu'ils ne savaient expliquer. Ce silence me donna de la clarté. Je n'avais pas besoin de l'accuser, ni de me défendre. J'avais besoin de détourner l'attention, de pousser les gens de cette entreprise à se demander si l'homme qui ricanait dans son coin était réellement l'atout qu'il prétendait être. Mon plan n'exigeait ni cri, ni affrontement, mais de la patience et de la précision. Marc croyait m'avoir humilié, mais tout ce qu'il avait fait, c'était ouvrir la première fissure de sa propre façade. Il ne me restait qu'à choisir où appuyer, et bientôt, ceux qui l'observaient verraient ce que je savais déjà.
Il n'était pas digne de confiance. Lorsque la réunion prit enfin fin, je ne perdis pas de temps à ressasser mon humiliation, ni à rejouer la scène dans ma tête. Au lieu de cela, je me glissai aussitôt dans le tourbillon de conversation de couloir qui suit toujours ce genre de séance, là où s'échangent réellement les rapports de force. Mon premier geste ne fut pas une confrontation, mais une question. Je rejoignis Ellen Hayes, l'une des voix les plus respectées du conseil, alors qu'elle se servait un café. D'un ton discret, je m'étonnais à voix haute de la difficulté pour les opérations de gérer les budgets quand certaines dépenses semblaient contourner le processus habituel de validation. Je n'ai pas prononcé le nom de Marc. Je n'en avais pas besoin. Les mots restèrent suspendus, assez anodins pour passer pour de la curiosité, assez acérés pour semer le doute. Hélène me lança un long regard, garda le silence et emporta mon commentaire avec elle. C'était l'objectif. Les questions circulent bien plus vite que les accusations. En avançant dans les bureaux, je répétais la méthode, adaptant chaque fois mes mots à mon interlocuteur. Avec un dirigeant, je parlais des risques quand les validations financières ne coïncident pas. Avec un autre, je m'interrogeais sur les difficultés de la supervision lorsque les chiffres ne s'alignent pas sur le papier. Pas de drame, pas d'accusation, juste de subtiles incitations. Le plus beau, c'était que je paraissais calme, détaché, professionnel même, ce qui rendait mes insinuations d'autant plus crédibles. Lorsque je retrouvais ma place, je savais déjà que ces murmures circulaient. Marc pensait m'avoir acculé dans la défense, mais tout ce qu'il avait fait, c'était m'offrir l'occasion de rediriger la salle. Mon humiliation s'effaçait déjà des mémoires, tandis que les questions à son sujet commençaient à s'enraciner, discrètes mais inarrêtables. Après la pause, le bureau reprit son rythme habituel, mais sous la surface je sentais déjà les premières secousses. Marc paradait dans le couloir avec son air satisfait, persuadé que sa mise en scène du matin avait porté ses fruits. Ce qu'il ignorait, c'est que la perception est fragile et que je l'avais déjà poussé dans la direction inverse. Il ne lui manquait plus qu'un peu d'élan. J'ai commencé à glisser de subtils sous-entendus dans chaque conversation banale. À la photocopieuse, avec Jenna de la Finance, je remarquais, étrange comme certains projets obtiennent des budgets sans pièces justificatives correspondantes. Ça doit être stressant pour les opérations à gérer. Elle hocha la tête, distraite au début, puis je vis l'idée s'accrocher. Plus tard, avec Tom de la conformité, je lançai. Je me demande toujours comment les opérations arrivent à équilibrer les rapports de risque quand les dépenses bougent sans cesse. Ça doit demander pas mal d'explications en haut lieu. Je n'ai jamais accusé personne, jamais élevé la voix. Je laissais simplement mes mots flotter, anodins en apparence, mais lourds de soupçons. Le mécanisme était imparable. Chacun portait mon commentaire plus loin. Jenna le glissa à son responsable pendant le déjeuner. Tom l'évoqua lors d'un appel avec un autre directeur. Et l'après-midi venu, des échos résonnèrent déjà dans des salles où je n'avais même pas mis les pieds. Marc commença à s'en apercevoir. Je le voyais à ses regards nerveux lorsqu'il surprenait les autres à l'observer trop longtemps. Il tentait de masquer son trouble par ses plaisanteries habituelles et ses tapes dans le dos, mais la paranoïa finit toujours par fissurer même la plus solide des façades. Et devant les membres du conseil, la paranoïa est un poison. Plus il cherchait à paraître détendu, plus il semblait artificiel. De mon côté, je gardais un calme calculé. Je ne l'évitais pas, je ne changeais rien à ma routine. C'était voulu. Plus je semblais ordinaire, plus le contraste devenait évident, avec l'inquiétude désormais collée à lui. En milieu d'après-midi, quelques dirigeants commencèrent à lui poser des questions liées à la conformité en réunion. Simples, en apparence, presque anodines, mais je voyais bien qu'elles ne l'étaient pas. Ils testaient, ils mesuraient, ils observaient ses réponses. Je restais silencieux, laissant la pression s'accumuler d'elle-même. La vengeance par redirection ne réclame pas d'éclat. Elle exige de la patience. Et à la fin de la journée, les conversations au bureau avaient changé de tonalité. Le matin, on riait à mes dépens. Désormais, on chuchotait sur lui. Pas fort, pas ouvertement, mais avec le poids incontestable d'un soupçon grandissant. Et un soupçon, une fois semé, ne s'efface pas.
Il enfle, se transforme, et convertit chaque rire, chaque faux pas, chaque hésitation en preuve. Marc pensait avoir gagné en m'humiliant. Ce qu'il ne voyait pas, c'est que je l'avais déjà placé sur une trajectoire fatale, et que ceux qu'il voulait le plus impressionner commençaient à douter qu'ils méritent encore leur confiance. La session de l'après-midi avec les investisseurs débuta comme toujours, avec des mises à jour polies et des chiffres lissés sur les diapositives, mais je savais que cette routine ne tiendrait pas. Les tableaux semblaient propres, pourtant une tension sourde imprégnait la salle. Il fallut une seule question pour changer l'atmosphère. Un administrateur, réputé pour sa franchise, se pencha en avant et demanda à Marc d'expliquer pourquoi certaines lignes budgétaires ne correspondaient pas au rapport des opérations. Les mots furent posés, presque anodins, mais leur poids était indéniable. Marc hésita, feuilletant ses notes comme si la réponse allait surgir d'elle-même. Sa tentative d'humour tomba à plat, et le silence qui suivit mit en lumière les failles. Un autre administrateur insista sur les protocoles de contrôle, puis un investisseur intervint avec une question incisive sur les achats. Le projecteur se resserra autour de lui. Je ne dis pas un mot, je n'en avais pas besoin. Tous les regards étaient braqués sur lui désormais, et chaque explication incomplète creusait davantage le malaise. La voix de Marc trembla, son rythme se brisa. Pour un homme qui avait bâti sa réputation sur le contrôle, la désagrégation était flagrante. Je restais en arrière, calme, les mains croisées, comme si je n'étais qu'un observateur parmi les autres. Mais au fond, je savais que le basculement avait eu lieu. Le récit ne tournait plus autour de moi, ni de ma prétendue humiliation. Il tournait autour de lui. Lorsque la séance de questions-réponses prit fin, les rires du matin s'étaient évaporés. À leur place se répandait une certitude silencieuse. Marc n'était pas solide sous pression, et s'il ne pouvait pas répondre à des questions simples aujourd'hui, comment pourrait-on lui confier l'avenir? Marc avait toujours prospéré en étant la voix la plus forte de la salle, mais cet après-midi-là, il découvrit ce qui se passe quand la salle ne veut plus vous entendre. Dès que les administrateurs commencèrent à multiplier les questions de relance, sa confiance se fissura. Il se tortilla sur sa chaise, tira sur sa cravate et se répéta, comme si redire la même chose pouvait miraculeusement effacer les doutes qui s'accumulaient contre lui. Ce qu'aucun d'eux ne voyait, c'est que chaque hésitation, chaque mot de travers, c'était exactement ce que j'avais prévu qu'ils découvrent. Je leur avais donné juste assez de curiosité pour tirer les fils, et Marc, sous pression, faisait le reste du travail à ma place. Ses mains tremblaient alors qu'il faisait défiler des tableurs qui ne s'alignaient plus. Des chiffres, autrefois nets, devenaient contradictoires, et plus il trébuchait, plus le conseil s'inclinait vers lui. Le silence se transforma en ennemi, chaque pause sonnait comme un aveu. Les investisseurs, connectés en visioconférence, fronçaient les sourcils, leurs visages projetés comme un jury, observant un accusé, s'effondraient à la barre. Il tenta de rejeter la faute sur la finance, prétendant que certaines dépenses avaient été mal catégorisées, mais un administrateur coupa court. La ligne d'autorisation se terminait toujours aux opérations. Son sourire narquois s'était envolé, remplacé par une grimace pâle et nerveuse qui n'atteignait pas ses yeux. La sueur perlait à son col, et pour une fois, il n'avait pas de réplique pour s'en tirer. Il se mit à divaguer, parla trop vite, empila les mots les uns sur les autres. Plus il parlait, plus il devenait évident qu'il n'avait aucune réponse claire. Je n'ai pas interrompu, je ne lui ai offert aucun secours. C'était là la beauté de ma revanche. Elle ne nécessitait aucune intervention directe. Je restais simplement en retrait, posé, calme, comme si je n'étais qu'un spectateur parmi d'autres, regardant les événements s'emballer. Mais à l'intérieur, je sentais le basculement se solidifier. Les rires qui m'avaient nadévisé avaient disparu. Désormais, chaque petit rire nerveux était à ses dépens. Les cadres qui autrefois se penchaient vers lui pour chercher du leadership se reculaient maintenant, trahissant qu'ils ne voulaient plus être associés à son chaos. Le PDG Richard Cole tenta enfin d'intervenir avec une question plus douce, une sorte de perche pour le sauver. Mais Marc, trop déboussolé, la manqua lui aussi. Il se contredit, minimisant d'abord le problème avant d'admettre que la supervision était,
en cours, ce qui souleva encore plus de soupçons. Le Conseil n'avait pas besoin d'un scandale explosif. Il leur suffisait de sentir l'instabilité. Et Marc leur en avait donné bien plus qu'assez. Quand la session se termina, personne n'applaudit, personne ne vint le rassurer. La place, les administrateurs échangèrent des regards, cette communication muette qui décide des destins. Marc quitta la salle en dernier, les épaules voûtées, le visage vidé de toute couleur. Sa tentative de m'humilier s'était retournée contre lui, en direct et sans échappatoire. Au moment où il franchit le couloir, sa carrière n'était plus brillante, elle était en train de se consumer, et tout le monde dans ce bâtiment en sentait déjà la fumée. Je n'avais pas besoin d'avancer, ni de revendiquer quoi que ce soit. La salle avait déjà tiré ses propres conclusions. Tandis que Marc trébuchait dans ses réponses et perdait pied, je restais immobile, stylo en main, notant quelques remarques calmes, comme si le chaos en cours ne me concernait pas. Cette maîtrise comptait. Dans un environnement où la faiblesse se propage comme un incendie, paraître intact faisait de moi l'exact opposé de ce que Marc était devenu. Les administrateurs s'adossèrent, leur visage impénétrable, mais leur silence lourd de sens. Richard Cole évita mon regard, conscient que son bras droit de confiance venait de révéler plus de risques que d'atouts. Je ne leur donnais aucune raison de m'associer au naufrage qu'ils venaient m'en devoir. C'était l'objectif. Je n'étais pas l'histoire, j'étais le contraste. Et lorsque la réunion se termina enfin, l'orage planait entièrement au-dessus de la tête de Marc, me laissant exactement là où je voulais être, invisible, stable et hors de toute suspicion. Lorsque la réunion se termina, Marc quitta la salle, précipitamment, tentant de masquer sa panique derrière un sourire forcé, mais la tension de ses épaules trahissait la vérité. Le reste d'entre nous sortit plus lentement, et je sentis le changement d'énergie. Les conversations commençaient à tourner, mais sans lui au centre. Là, ou plus tôt dans la journée, on avait ri à mes dépens, désormais les voix baissaient dès que son nom surgissait, prudente, mesurée, méfiante. La réputation, dans un bureau, est fragile, et la sienne venait de se fissurer sous les yeux les plus importants. Je n'avais pas besoin de me réjouir. Je retournai simplement à mon bureau, poursuivant ma journée comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. Cette normalité, en contraste avec son malaise évident, ne fit qu'élargir le fossé. Les collègues qui autrefois se pressaient pour s'aligner avec lui évitaient désormais son regard, refusant de s'associer à quelqu'un placé sous surveillance. Dans les heures qui suivirent, les administrateurs se réunirent en privé, les chefs de service murmurèrent au sujet des contrôles internes, et les questions restées sans réponse pendant la session refusaient de disparaître. Le soir venu, l'email officiel tomba. Court, dépouillé de toute émotion, Marc Ellison quitterait son poste avec effet immédiat. Les mots « poursuivre d'autres opportunités » portaient le poids familier de l'exil corporate. Personne ne porta de toast, personne ne se réunit pour lui souhaiter bonne chance. Son nom fut effacé des calendriers et des projets comme s'il n'avait jamais été essentiel. Je lus le message une fois, refermai mon ordinateur portable et laissai le silence s'installer. Il n'y avait pas besoin de discours de victoire ni de confession. Le mal était fait et l'histoire ne retenait qu'une chose. Il s'était détruit lui-même, tandis que moi, je restais intacte. Dans le silence qui suivit sa démission, je m'autorisai enfin à analyser ce qui venait de se passer. Marc croyait que l'humiliation me briserait, mais il n'a jamais compris qu'un embarras public est éphémère, alors que le doute, lui, est permanent. Il m'a exposé pour un rire, et je l'ai exposé sans jamais prononcer son nom. Voilà la différence entre la désespération et le contrôle. Le bureau reprit son cours, mais les esprits gardèrent en mémoire. Il se souvenait de la sueur sur son front quand on le pressait de questions, de sa voix qui se fissurait, de la confiance qui s'évaporait devant ceux-là même qu'il cherchait à impressionner. Il se souvenait aussi de moi, calme, jamais sur la défensive, jamais ébranlé. Ce contraste racontait l'histoire mieux que n'importe quelle accusation. J'ai appris que la revanche n'a pas besoin d'être bruyante, ni imprudente. Parfois, le geste le plus tranchant consiste simplement à orienter l'attention là où elle doit être et à laisser la gravité faire le reste.
Je n'ai forgé aucune preuve, je n'ai proféré aucune menace, je n'ai même pas élevé la voix. J'ai seulement veillé à ce que les bonnes personnes posent les bonnes questions au bon moment. Et lorsque l'instant fut venu, Marc répondit par sa propre chute. La leçon de tout cela est simple. Ne sous-estimez jamais la puissance d'une stratégie silencieuse. Dans les lieux de travail où la perception dicte la survie, savoir rediriger le récit est plus fort que de crier la vérité. Je suis reparti intact, non parce que j'ai combattu plus durement, mais parce que je ne lui ai jamais laissé fixer les règles du combat. Il a tenté d'écrire ma fin, j'ai réécrit la sienne à la place. Il pensait que j'allais me briser sous l'humiliation, mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est que l'humiliation n'est pas une fin, c'est une ouverture. La brûlure des rires dans cette salle de conférence aurait pu m'anéantir. Mais au lieu de cela, elle m'a aiguisé, a transformé mon silence en stratégie et a redirigé leur jugement vers l'homme qui avait tenté de me briser. La leçon est claire. On n'a pas besoin de répondre à l'agression par une agression plus forte. Parfois, le geste le plus intelligent est de prendre du recul, de rester calme et de laisser les autres se révéler sous la pression de leurs propres actes. Je n'ai pas accusé Marc, je ne me suis pas battue avec lui en public. J'ai simplement orienté l'attention là où elle devait être et laissé la vérité se déployer. Dans le monde du travail moderne, la perception conditionne la survie. Si vous savez garder votre sang-froid, planter les bonnes questions et laisser le silence jouer en votre faveur, vous pouvez transformer presque n'importe quelle situation à votre avantage. Il ne s'agit pas de cruauté, ni de destruction totale, mais d'équilibre. Il a franchi une limite et a subi les conséquences, non pas parce que j'ai réclamé justice à grands cris, mais parce que j'ai permis aux autres de voir ce que je savais déjà. La morale est simple. Le vrai pouvoir ne réside pas dans le bruit, mais dans la direction. La vengeance n'a pas besoin d'anéantir. Elle doit seulement amener chacun à rendre des comptes, surtout ceux qui se croient intouchables. Comment commencer dès aujourd'hui 1. Entraînez-vous à rester calme face à l'embarras au lieu de réagir immédiatement. 2. Apprenez à poser de petites questions précises qui orientent la conversation. 3. Observez le langage corporel, il en dit souvent plus que les mots. 4. Tenez un journal pour agir avec stratégie plutôt que sous l'impulsion. Et vous? Avez-vous déjà choisi le silence et vu la vérité rattraper quelqu'un? Partagez votre histoire en commentaire et abonnez-vous pour en découvrir davantage.